Bienvenue à compte complet. On parle encore une fois de baseball comme à chaque semaine dans le cadre de notre balado. Alain Huseron en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va commencer par les Blue Jays de Toronto. Je ne sais pas comment qualifier la dernière semaine, là, mais c'était pas de la très, très bonne balle auquel on a assisté. Non, écoute, on a trouvé tous les moyens de perdre, en fait, du côté des Jays. Bon, ben, écoute, Alain, je me souviens, moi, lorsque je suis arrivé dans le baseball professionnel à ma première année, tout le monde me parlait des jours difficiles du mois d'août. Là, je te parle, on est au mois de mars, là. Ce qu'on appelle dans le jargon les Dog Days of August, donc les mois difficiles du mois d'août, parce que, un, tu vas avoir la fatigue physique et la fatigue mentale. Bon, je me suis dit, je traverserai la période quand elle arrivera. Elle est arrivée, moi, à la fin juillet, ma première année, je vais toujours me souvenir, c'est qu'à un moment donné, le bâton devient lourd, donc les résultats, soudainement, ne sont plus les mêmes, la confiance est affectée, puis tu vois, là, ça s'enchaîne là, dans un cercle vicieux vraiment, vraiment plate. C'est arrivé aux Blue Jays, c'est arrivé à Vladimir Guerrero, en fait. Et Vlad, de toute évidence, est tombé dans un passage à vide. Il y a des tirs qu'il maîtrisait en début de saison, en fait, une bonne partie de la saison qu'il ne maîtrise plus. Et on a l'impression, en fait, j'ai cette impression-là que, oui, il y a eu la blessure de Springer, mais je vous dirais davantage les problèmes au bâton de Vladimir Guerrero ont comme éclaté, éclaboussé en pleine face de tout le monde. Et même si Hernandez a poursuivi sur une bonne séquence, toute l'attaque des Blue Jays s'est trouvée au ralenti au même moment. Je sais qu'on blâme beaucoup, bon, la relève, qu'on blâme certaines décisions de Charlie Montoyo, mais ça reste que les Blue Jays sont bâtis sur l'attaque présentement. On doit marquer des points et si on ne marque pas, ben, on se retrouve dans les situations comme on se retrouve actuellement, c'est-à-dire on s'est pratiquement sorti de la course parce que depuis une dizaine de matchs, écoute, la moyenne, Alain, des moyenne au bâton avec coureur en position de marquer est en deçà de 0,60. Alors, c'est plate, c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Peut-être, mais une chose est certaine, c'est que si ton meilleur joueur tombe au combat ou est dans un passage à vide, il ne faut pas que tout le monde s'effondre autour. C'est là qu'il faut Ouais. vraiment que d'autres puissent prendre une plus grande place peut-être. Mais chose certaine, c'est ce qui a frappé les Blue Jays. Ceci étant dit, je suis convaincu que cette attaque-là va rebondir. Est-ce que ça va permettre aux Jays de faire les séries? Loin d'être certain. Mais je pense que les Blue Jays vont retrouver leur bâton éventuellement. On va créer une course d'ici la fin. Mais de là à faire les séries, là, je pense que ça commence à être difficile avec seulement 35 matchs à jouer là. Ouais, mais dans le fond, les fameuses Dog Days of August, ça s'applique aux Tigers de Détroit, aux équipes que les Blue Jays ont affrontées aussi. Et l'autre chose en ce qui concerne Vladimir Guerrero, moi, ce que j'aime pas, j'ai vu des réactions sur des tirs. Il n'était pas d'accord avec l'arbitre. Des tirs qui semblaient pourtant cadrés. J'ai l'impression qu'il y a un peu de frustration. Ce qu'on voit avec Vlad, j'ai l'impression que c'est un peu la personnalité des Blue Jays. Ben, écoute, Alain, tout ça vient ensemble. Tu connais une saison où tu es pratiquement, tu peux gagner la triple couronne, puis que soudainement, ça ne fonctionne plus. Le bâton est plus Mhm. lourd, les résultats sont moins là. Donc, les décisions de l'officiel, soudainement, écoute, ça s'enchaîne, là, je te le dis, là, tu tombes dans un tourbillon. Bon, là, tu as dit, ça s'applique aux autres équipes. C'est vrai. Moi, je t'ai mentionné que moi, ça m'avait frappé au mois de juillet. Donc, c'est pas tout le Ouais. monde. On parle du mois d'août, là, mais ça peut arriver à différents moments dans l'année. Mhm. Ça n'arrive pas aux joueurs au même moment, là, vous comprendrez. Ce que je veux dire, c'est que lorsque ça arrive à ton meilleur joueur, celui qui transporte l'équipe pratiquement en attaque, même s'il y a une belle attaque puis tout le monde devrait contribuer, tu as l'impression que tout ça déteint sur le reste de l'équipe. Alors, c'est pour ça que les Tigers n'ont rien à perdre en ce moment. Ce n'est pas une équipe qui va lutter pour une place en série. Donc, ce n'est pas du tout, selon moi, la même chose. Alors que les Blue Jays, les attentes étaient élevées, les possibilités étaient là. Et là, ben, on tombe là-dessus. Alors, ce que tu peux apprendre, c'est d'avoir un peu plus de caractère. Et là, je ne parle pas de Mhm. Vladimir nécessairement, je parle de toute l'équipe où on devra, euh, en anglais, on dit pick each other up, donc s'assurer que Mhm. lorsqu'il y en a un qui est dans un passage à vide, ben d'autres peuvent prendre la relève. Mais là, quand tout le monde, on arrive tout le monde en même temps, ben ça donne le résultat qu'on voit où j'ai l'impression même que parfois ça se transporte en défense. Alors que Simeon a Mhm. commis une erreur bête l'autre jour, Vlad qui n'a pas maîtrisé ce relais-là. Les joueurs ne sont pas moins bons, là. C'est juste qu'on perd un peu de Mhm. confiance, on ajoute de la frustration à ça.
Ça donne ce que ça donne présentement. On va s'en sortir, mais est-ce qu'il sera trop tard? Je pense que c'est là la question. Oui. Bon, écoute, les partants, s'ils continuent de lancer de la sorte, ça va aider, c'est sûr, la cause des Blue Jays. On l'a souvent mentionné, autant aussi bien vont les partants. Et ça, c'est bon pour chacune des équipes. Ça donne meilleure chance aux équipes de gagner. Parlant d'équipes qui gagnent, on a eu l'occasion de faire un match impliquant deux des équipes sur les meilleurs lancers du baseball majeur lundi entre les Braves d'Atlanta et les Yankees de New York. On a vu une équipe de New York en pleine confiance. Il a beau manquer plusieurs réguliers encore. Il faut bien le mentionner. Il n'y a pas de Torres, il n'y a pas d'Urshela. Hicks et Fraser ne sont pas là non plus. Encore quelques partants sur la touche, dont German. Il y avait une bonne saison. On continue de gagner. J'ai l'impression que là, la machine est en train de se roder et juste au bon moment pour les Yankees. Écoute, il y a 1 mois, 5 semaines, tout le monde congédiait Aaron Boone. Ouais, Tout le monde disait Aaron ouais. Boone ne finit pas la saison et là, personne ne parle du congédiement d'Aaron Boone. Au contraire, on parle est-ce qu'on va pouvoir rejoindre les Rays véritablement? Euh, Tu vois la confiance dans cette équipe-là. Tout le monde y participe. On gagne des matchs d'une manière qu'on ne gagnait pas auparavant. On va chercher des points d'une manière différente. Et rappelle-toi, on disait il ne faut pas que les Yankees se fient uniquement à la longue balle, même s'ils ont une Mhm. formation bâti de la sorte. Tu sais, je regarde Montgomery dans le match de lundi. Il a donné des buts sur balle, il y a des frappeurs atteints, mais quand même, c'est sorti d'impasse. Honnêtement, là, la formation des Yankees lundi, défensivement, là, je ne parle même pas de l'attaque, défensivement, Ouais. je trouvais que c'est une des bonnes défenses des Yankees de New York. Et ça inclut Aaron Judge au champ centre et Giancarlo Stanton au champ droit avec Gallo au champ gauche. Moi, je n'aurais pas de problème à ce que les Yankees jouent de la sorte d'ici la fin de la saison. Et je parle défensivement. Judge est un très bon athlète. Tout le monde parle évidemment de sa stature, de sa puissance. Mhm. Hey, le gars est capable de courir, là. Et Stanton, selon moi, puis je fais quelques fois j'en parle, est un meilleur frappeur lorsqu'il joue en défense, lorsqu'il est impliqué davantage dans le match. Et avec un tel scénario, ben, tu pourrais mettre Luke Voigt, imagine-toi, comme frappeur de choix. Alors, on a des solutions chez les Yankees. En fait, on a des solutions. On a des réponses à peu près à toutes les Ouais. possibilités. 10 victoires de suite. On rappelle qu'au 7 juillet, il y avait 10 matchs et demi qui séparaient les Yankees aux Red Sox de Boston. Écoute, ça change quand même. Ça peut changer rapidement. Mais tu as raison de mentionner qu'on tombe à point à avoir cette énergie-là parce que c'est long, une saison de 162 matchs. Et je pense qu'Alain, ça aussi, Mhm. ça joue. On parlait des Jays tout à l'heure. 60 matchs l'année passée, c'était très court. Il y a de longues Mhm. saisons. Il y a des hauts, il y a des bas. Les Yankees en ont vécu des bas cette année, des très bas même. Mais là, ils sont sur une séquence où ça va bien. Et honnêtement, je m'attends à une course très serrée d'ici la fin de l'année pour le premier rang de cette division-là. Bon, tu as parlé de la défense des Yankees de New York et je veux qu'on s'arrête précisément sur le poste d'arrêt court. Les Yankees gagnent. C'est Velasquez présentement qui joue à l'arrêt court, joue très bien. Est-ce qu'il joue au-dessus de sa tête? Regarde, c'est une des belles histoires, en tout cas, des derniers 10 jours là, dans le baseball majeur. C'est un gars qui arrive du Bronx, donc a été élevé au pied du Yankee Stadium. Là, frappe comme il n'a jamais frappé depuis le début du baseball, son arrivée dans le baseball majeur, en fait. À défense, on a été à même de constater qu'il joue très bien malgré une erreur. Là. Bon, je pense qu'on lui tapera pas sa tête en raison de cette erreur-là. Là. Mais on a vu quand même de belles choses. Bon bras se déplace bien, il est rapide. Des qualités qu'on n'a pas vues avec Leber Torres à l'arrêt-court. On fait quoi avec ce poste-là à l'arrêt-court? Là? C'est un poste important, il faut bien le mentionner là, en défense. Il y a deux réponses à ça, Alain. La première réponse, c'est que est-ce qu'on a suffisamment d'attaques pour mettre un Velasquez qui, bon, on sait que c'est pas le, c'est un bon frappeur, c'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui va avoir un impact en attaque Non, tant que non. ça, mais qui va effectivement faire les jeux. Et en passant, plus un joueur d'arrêt court est bon, plus il va commettre d'erreurs. Pas parce qu'il Mhm. n'est pas Ouais. bon, c'est parce qu'il va rejoindre des balles que d'autres ne vont pas rejoindre ou il y a Mhm. des jeux qui font que d'autres ne pourraient pas faire. Donc, il faut faire attention parfois lorsqu'on indique une erreur. Mais moi, en fait, la question, c'est que tu demandes au lanceur. Lorsque tu prends la balle, tu es au monticule, tu te retournes. Qui tu voudrais voir à l'arrêt court parce que tu sais que c'est le joueur le plus impliqué? Et pas Mhm. mal certain, puis là, évidemment, il n'y a rien de personnel avec Glabert Torres, mais pas mal certain que la plupart des lanceurs des Yankees répondraient
on veut Velasquez là. Alors ça a un impact important. Et le fait que l'attaque des Yankees va quand même bien, les autres produisent. Bon, Luke Voigt semble vouloir reprendre ses élans d'il y a 2 ans. C'est une belle option pour Aaron Boone, mais Gleyber Torres est le joueur régulier. Comment on joue maintenant cette situation-là? Comment tu dis à Torres, bien, finalement, Ouais. tu vas peut-être attendre ton tour un peu. Mais honnêtement, là, pour être vraiment précis dans cette analyse-là, les Yankees ont une meilleure équipe défensive actuellement lorsque Velasquez est à la récolte. À ce moment-là, sous question, est-ce qu'on pourrait utiliser Velasquez selon le lanceur partant? Et là, je vais de façon hypothétique. Tu as Garrett Cole, on sait qu'il va y avoir beaucoup de retraits sur des prises, peut-être plus de balles frappées en hauteur. À ce moment-là, on embarque Torres, alors que lorsqu'un Montgomery arrive, qui tient des frappeurs plus hors d'équilibre, avec plus de chances d'avoir de balles en jeu au sol, on pourrait utiliser Velasquez. Est-ce que c'est on est à l'ère où on étudie les chiffres, les tendances. Est-ce que ça pourrait être une façon dont on utilise Velasquez et Torres? Absolument. Absolument. Mhm. Et d'autant plus que on pourrait utiliser, donner quelques congés aussi à un gars comme Lemayeux qui, va mieux, mais a connu des ratés cette saison, des moments plus difficiles. Ouais. Peut-être qu'un peu de repos en septembre, éventuellement, va y faire du bien. J'ai toujours pensé de toute façon que Gleyber Torres est un bien meilleur joueur de deuxième but Ouais. défensif que joueur d'arrêt-court. Euh, alors, c'est pour ça qu'un gars comme Velasquez, amène tellement de possibilités pour Aaron Boone. Ça, un gérant va toujours apprécier ces possibilités-là. Une chose est certaine, c'est qu'on va s'assurer que Gleyber Torres est à 110 donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'on ne précipitera pas son retour au jeu, Non, non. étant donné de la façon dont Velasquez joue présentement. Bon, si on regarde rapidement l'ensemble de ce qui se passe dans la Ligue américaine, dans la lutte présentement, on en parle souvent, les White Sox sont partis, il n'y a personne qui va les rejoindre. Oakland, Seattle, on a parlé de Toronto qui glisse un peu. Dans le cas d'Oakland, on se bat contre les Astros de Houston. Euh, Les Aces commencent à glisser dangereusement, je trouve. Est-ce que là aussi, c'est un passage à vide? Les Mariners ont dit qu'ils vont glisser éventuellement. Ils en ont gagné une encore une fois en fin de match, un match serré qui aurait peut-être pas dû gagner, mais ça, il y en a eu pas mal avec les Mariners cette année. Tu vois ça comment d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'on s'enligne vers un duel Yankees-Red Sox dans le match des meilleurs deuxièmes? Fort possible, Alain, fort possible. Par contre, oui, les A's, effectivement, jouent un peu moins bien. On n'a pas profité des 2 Oui, dernières défaites là, des Astros. On en a perdu trois de suite du oui, côté d'Oakland. Non, moi, là, on dirait qu'au fil du temps, on a appris. Il y a des équipes qu'on oui, peut d'ores et déjà dire, ah, c'est terminé. Les A's Oakland ne font pas partie de ce groupe. C'est le genre oui, d'équipe qui va aller jusqu'au bout avec ça. Donc, je ne suis pas prêt à dire que ce sera oui, assurément donc le duel dont tu as fait mention. Les Mariners, comme tu dis, tu regardes le différentiel, normalement, on devrait, connaître des ennuis, mais écoute, Alain, il reste 5 semaines sur 26, puis on est oui. encore là. J'ai même vu un coup sûr, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un coup sûr d'Abraham Taureau, alors il a fait un demi-élan. C'était une balle courbe. La balle a touché le sol, a touché son bâton. Ça a donné un Mhm. amorti parfait pour un coup sûr. Je trouve que ça décrit très bien l'espèce de saison des Ouais, Mariners où, en ce moment, effectivement, on gagne des matchs qu'on ne devrait pas gagner parce qu'on joue pas, on n'est pas ouais. la meilleure équipe sur le terrain, mais qu'on gagne. Je suis content que ça arrive de la sorte parce que ça donne quand même une certaine course. C'est décevant Mhm. de voir le nombre d'équipes. Et là, Ouais, je parle du petit nombre d'équipes qu'on retrouve dans la course aux équipes repêchées dans l'américaine. Honnêtement, qu'on a instauré les équipes repêchées, là, c'est pour créer justement une lutte à 5, 6, ouais. 7 équipes même peut-être. Ce qui Mhm. n'est pas le cas là, présentement cette année en 2021. Ouais. Bon, écoute, on va aller dans la nationale avec les Padres de San Diego. Je ne sais pas si c'est le bouton de panique sur lequel on a pesé, mais toujours est-il que Larry Rothschild, l'instructeur des lanceurs, a été congédié, remplacé par Ben Fritz. Semble-t-il qu'on n'est pas content du tout de la tenue, dis-je, des lanceurs partants. On a une moyenne de points mérités près de 6 depuis un mois là, chez les partants des Padres de San Diego. Euh, Semble-t-il que on n'est pas content de la façon dont
a évolué ou le manque, si tu veux, de progression de la part de Ryan Weathers, notamment, et le fait que Chris Paddock n'a pas le rendement auquel on s'attendait. Ouais, écoute, à 5 semaines de la fin de la saison, là, bon, oui, il y a un constat, là, tu as parlé des statistiques, il y a un constat où ça va Mmh. beaucoup moins bien qu'anticipé, mais je pense que c'est un électrochoc qu'on veut donner à l'équipe, là. Alors, au lieu de congédier tout le monde, ben, c'est quand même un nom important dans le baseball, là, Larry Rothschild, qui a une feuille de route quand même assez impressionnante au fil des années, Alain. Bon, tu as parlé de bouton de panique, peut-être pas un bouton de panique, mais certes, un message, un électrochoc, comme je mentionne. Il faut Mmh. créer quelque chose, il faut une étincelle avec cette équipe-là, Alain, parce que honnêtement, bon, les séries commencent aujourd'hui, les Padres n'y seraient pas. Et si les Padres ne sont pas des séries, c'est une grande déception, là. On a dépensé temps, énergie, Ouais. argent cette année et c'était pas pour regarder passer la parade cette année, là. C'était pour faire les séries. Même si parmi les équipes repêchées, on se Mmh. dit on a une chance. Et là, ben, on s'en va pas dans cette direction-là. Donc, si les Padres ne font pas les séries, il y a quelqu'un qui va payer pour. Et c'est pas. Ben, Rothschild a déjà Ouais. payé, là, ça, c'est l'électrochoc. Ouais. Mais là, si on ne fait pas les séries, ça va brasser à San Diego. Je sais, il y a eu des blessés, j'en suis conscient, Mmh. mais c'est pas l'excuse. Et je sais qu'on a tenté Ouais. d'aller chercher des Max Scherzer. Il y a plusieurs joueurs à la date limite des transactions. On Mmh. pensait avoir des ententes du côté des Padres pour venir aider l'organisation. Ça ne s'est pas avéré positif à ce niveau-là. C'est pas par manque d'intérêt. On a vraiment tout tenté. Mmh. Mais là, la situation est qu'on n'est pas des séries à 5 semaines d'une fin de saison. Il y a encore du temps, il y a encore cette possibilité-là. Avant qu'il soit trop tard, on a décidé d'agir en congédiant l'instructeur des lanceurs. On a été dépensé par les Reds de Cincinnati dans cette course aux équipes repêchées. Les Reds sont menés par un Joey Votto. Oui, il a manqué du temps, mais depuis qu'il est revenu, c'est probablement le meilleur frappeur. En tout cas, c'est un des meilleurs frappeurs de la Ligue nationale. La question est directe. Est-ce que c'est un candidat au joueur le plus utile à son équipe? Et là, je ne parle pas de joueur d'excellence, je parle de joueur le plus utile à son équipe, compte tenu de la poussée des Reds. Aucun doute. Aucun doute, Alain. Depuis la pause du match des étoiles, il est le meilleur frappeur de tout le baseball. Et il a vraiment, écoute, sans dire que les Reds n'étaient pas là, ils étaient là parce que, bon, c'était serré dans la Ligue Mhm. nationale. Mais sans Joey Votto, on n'a aucune chance du côté de Cincinnati. Et tu fais bien de préciser, pas joueur par excellence, mais bien celui qui est le plus utile Mhm. à son équipe. De tous ces coups de circuit qu'il a frappés depuis le match des étoiles, il y en a plusieurs qui ont ou créé l'égalité ou Ouais. donné les devants à son équipe. C'est vraiment une saison phénoménale. On n'a pas le choix de l'inclure très sérieusement dans les discussions, surtout dans la Ligue nationale. Et je vais dire une chose, si on réussit à se faufiler en série du côté des Reds, Ouais. il va en avoir pas mal de votes de première place pour Joey Votto. Dans la nationale, on a eu l'occasion de faire les Braves. On l'a mentionné un peu plus tôt contre les Yankees. On a parlé des Yankees. Là, on va s'arrêter aux Braves. Surtout qu'on a eu l'occasion de parler avec Alex Antopoulos avant le match. Lui qui est responsable du personnel baseball, le président des opérations baseball, des directeurs généraux. Donc, c'est lui qui, autrement dit, a effectué des transactions. Puis, je vais poser la même question que j'ai posée à Alex. La première question, c'est, il y a plein de choses qui sont arrivées pour que les Braves puissent s'emparer. Bon, je vais m'avancer de façon définitive du premier rang. Je ne vois pas comment les Mets et les Phillies vont les rejoindre, là. C'était quoi l'élément principal qui a fait en sorte que les Braves sont revenus? Parce qu'il est arrivé plein de choses. On a refait le champ extérieur au grand complet. On a fait quelques acquisitions. Bon, en relève, Richard Rodriguez va très, très bien. Il y a des joueurs qui étaient déjà là, qui se sont remis à frapper. Dans tout ça, Marc, c'est quoi qui a fait en sorte, d'après toi, que les Braves sont revenus, que les Braves étaient supposés être en début de saison? Écoute, honnêtement, c'est dur de dire un élément. Là. Je pense que c'est un paquet de facteurs, mais les principaux sont les suivants. La tenue des lanceurs partants. Je pense qu'on n'a pas le choix de Mhm. mentionner là, ce qui s'est passé là. Mais je vous dirais que la rapidité avec laquelle Alex Antopoulos a réagi. Bon, on lui avait posé la question hier, comment un directeur général réagit lorsque Acuna se blesse pour une longue période, donc ton meilleur joueur, lorsque Ozuna, malheureusement, pour des problèmes hors terrain, n'est plus là. Tu regardes le nombre de points produits que ça donne là, à la fin de l'année pour ces deux gars-là qui frappent dans le haut de la formation, ça fait beaucoup de monde Mhm. à remplacer.
Moi, je trouve que c'est la réaction du directeur général. Non seulement on est allé, tu l'as dit, là, on s'est reconstruit un champ extérieur rapidement, mais c'est aussi le message que ça donne aux gars qui sont là. Tu sais, Freddie Freeman, là, il sait qu'on a une bonne équipe, mais là, on n'a plus Acuna, on n'a Ouais. plus Ozuna, on perd des joueurs, on n'a pas la saison qu'on connaissait. On est quand même dans le coup, on n'est pas tellement loin derrière. Puis là, ton directeur gérant dit Hey, les boys, je m'en vais chercher de l'aide. Puis là, tu as des Duval qui atterrissent, puis des Peterson qui atterrissent, puis tu sais, il y a des Richard Rodriguez qui arrivent. Et là, soudainement, tu te regardes, tu dis Hey, écoute, on est là, là. Et là, on s'est mis à frapper, puis on s'est mis à jouer. Puis là, tu as vu le jeu de Freeman qui a fait ça, le jeu de Swanson qui a fait ça également. Alors, à un moment donné, hey, un instant. Alors, c'est pour ça que c'est une combinaison. Mais lorsque tu sens la direction derrière, elle dit Hey, les boys, on a une couple de blessés, là, on s'en va chercher de l'aide, on est en mission. Moi, honnêtement, tu es un joueur, là, tu fonces dans le top et tu dis Écoute, on va y aller. Donc, je pense que ces deux éléments-là là, ont fait que les Braves se retrouvent aujourd'hui en première place. Autrement dit, ce que tu me racontes, Marc, c'est que la façon dont les Braves et Alex Antopoulos a agi au mois de juillet, on se demandait est-ce que les Braves vont passer à d'autres choses? Non, on a décidé de revamper tout ça et on a vu la tenue de Swanson et Freeman depuis le match des Étoiles. Est-ce que ce qu'Alex Antopoulos a fait, dans le fond, peut avoir contribué à cette poussée de ces deux joueurs-là, Swanson et Freeman? Là? Assurément. Mm-hmm. Assurément. J'ai trop vécu de moments avec les expos à l'époque, là, mais Ouais. tu sais, arrive le mois de septembre, pas de rappel, ou au contraire, un paquet de joueurs rappelés pour venir aider. Hey, l'énergie que ça donne dans le vestiaire, ou l'inverse. Écoute, la direction n'est pas derrière nous, ils ne veulent pas gagner. Puis, tu sais, c'est mental le baseball, on ne cesse de le répéter, là, mais alors là, tu as un directeur gérant qui dit un instant, les gars, là, c'est pas vrai là, on va pleurer sur notre sort parce qu'on perd des bons joueurs. On va aller chercher de l'aide. Moi, je suis convaincu que ça a redonné de l'énergie à des gars comme Freeman et Swanson, absolument. Et là, tu regardes la contribution de tout ce beau monde qui est exceptionnelle. Les Braves, écoute, chapeau à Alex Antopoulos, encore une fois, là. Oui. À mes yeux, il est c'est pas le dirigeant de l'année dans le baseball majeur, là. Écoute, c'est pas loin de ça. Ce qu'il a réalisé cette année, écoute, il était avec les Blue Jays qui ont fait des séries 2 fois. Il est allé avec les Dodgers, maintenant avec les Braves d'Atlanta. Mais je pense honnêtement, c'est le travail le plus impressionnant qu'il a accompli depuis qu'il est dans le baseball. Et c'est ce qu'il a mentionné dans l'entrevue. Il dit cette Oui, année, c'est une grande fierté. Les défis étaient énormes oui, et les attentes étaient élevées en début de saison. oui. La saison a fait en sorte qu'on a relevé des défis énormes. Puis là, on voit le résultat. À 5 semaines, avec 4 matchs et demi d'avance, je vois pas comment les Braves, j'ai regardé leur Mhm. calendrier. C'est pas un calendrier qui est si dangereux que ça, dans le sens qu'on n'affronte pas Ouais, le paquet d'équipes de premier rang. On ne joue que pour 500. Ben, il va falloir que les Mets et les Phillies, eux, jouent pour à peu près 700 ouais, là, pour gagner d'ici ouais, le championnat. Donc, tu as raison de mentionner on ouais. est très bien positionné du côté des Braves. Ouais. Les Mets ont un calendrier, je pense que c'est le calendrier le plus facile là, des 3 équipes, là, si on inclut les Phillies. Là. Mais si le passé est garant de l'avenir, les Mets vont trouver le moyen de jouer pour 500 contre ces équipes-là d'ici la fin de l'année. Bon, Marc, on n'aura pas le choix au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il va falloir parler de ce qui se passe en dehors du terrain en ce qui concerne la convention collective. Bon, je ne sais pas si c'est du coulage, mais il y a des informations qui ont été publiées à l'effet qu'il y a une offre déjà qui aurait, et là on parle au conditionnel, qui aurait été déposée. Écoute, on commence les négociations, mais ce qu'on a écrit, c'est que le commissaire du baseball a offert un plancher, autrement dit un minimum de masse salariale par équipe de 100 millions de dollars qui serait financé à même une taxe de luxe qui serait récoltée à partir de 180 millions de dollars. On n'a pas tous les détails. Ce n'est pas toutes les équipes qui auraient droit au financement, dépendant des revenus de chaque équipe. Je pense qu'il faudrait le déterminer. On comprendra que les Pirates de Pittsburgh n'ont pas les mêmes revenus que les Phillies de Philadelphie, par exemple. Je ne parle même pas des Yankees. Les Yankees, les Dodgers sont dans une classe à part. Il y a des équipes qui sont mieux nanties, même des Cubs. Les Pirates ne sont pas là. Écoute, moi, ça fait longtemps que je le raconte, Marc, que le meilleur modèle, c'est celui de la NFL.
On est aussi fort que notre maillot le plus faible. La NFL l'a compris avant tout le monde. C'est pour ça que c'est la ligue qui se porte le mieux financièrement. Et je pense que c'est le modèle dans lequel il faut aller. Au hockey, c'est là qu'on est allé. Je pense qu'il faut aller. Il faut que les Royals, les Pirates, dans chacun des matchs qu'on regarde, aient une chance, pas égale, mais au moins légitime, de compétitionner match après match. En tout cas, je déteste pas ça. Et juste question mathématique. Vous me dites, bon, est-ce que les joueurs vont accepter ça? La moyenne du baseball majeur, là, c'est 4,4 millions par joueur. Ça, c'est la moyenne à peu près là, depuis 2 ans. Le minimum de 100 millions, là, je fais un chiffron, là, on va mettre 25 joueurs, c'est 4 millions. C'est pas tout le monde qui va être au minimum. Donc, je me dis, les joueurs ne perdront pas tant que ça dans la moyenne des salaires. Je me dis, on part peut-être de quelque chose que les joueurs veulent adresser de toute façon, soit l'équilibre des forces. En fait, il y a deux bonnes nouvelles dans ça. La première, c'est qu'on jase. Alors, on a déjà des propositions sur la table. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, Alain, parce qu'il y a des certains moments donnés, il n'y a pas eu de discussion. On sait que ça s'en vient. C'est au mois de décembre que tout ça se termine. Alors, il y a des discussions. Ça, c'est la très bonne nouvelle. L'autre nouvelle, il faut réaliser que malgré tous les efforts, il n'y aura pas de plafond salarial. Il n'y en aura pas de plafond. Les équipes, tu as parlé des Dodgers, des Yankees, des Cubs, on ne se rendra pas là. Mais le plancher est certes une solution qui avait déjà été envisagée par le passé, mais il faut niveler quelque part. Et je sais que les Rays connaissent du succès, même si on n'atteint pas les 100 millions. On est loin de ça. On est loin de ça. Mais les Rays savent que ça s'en vient. Pourquoi vous pensez qu'on veut s'affilier avec Montréal, par exemple? C'est pour augmenter les revenus. On sait que ça s'en vient. Tu as parlé de la NFL, tu as parlé des autres sports. C'est probablement la façon pour le baseball de contrer cette impartialité là, c'est pas normal qu'après un mois du début de la saison, on peut déjà parler de dizaines d'équipes qui ne feront même pas les séries. Ouais. Alors, il faut aller ailleurs avec ça. Et tu as raison de mentionner, moi, je pense que les joueurs vont trouver ça fort intéressant parce que on va vouloir dépenser davantage. Je te parlais de la moyenne. Il faut dire que la moyenne est un peu... bon, tu es plus mathématicien que moi, Alain, mais tu sais, les gens disent les joueurs de baseball font 30 millions. Je m'excuse, mais à peu près 25 joueurs qui font là, beaucoup d'argent. Mais la grande majorité, on est en deçà de 2 millions. Là. La grande majorité, on est plus de 50 qui font 2 millions et moins. Là. Alors, je pense que ça peut aider. Oui. Je précise ta pensée là-dedans, tu pourras continuer, Marc, là-dessus. C'est que oui, le salaire moyen est à 4,4. Ça, c'est la moyenne des masses salariales divisées par le nombre de joueurs. Le salaire médian, je ne sais pas si tu vois la différence, juste l'expliquer. Le salaire médian, autrement dit, c'est le salaire où tu as la moitié des joueurs qui gagnent plus, la moitié des joueurs qui gagnent moins. On n'est pas à 4,4. Je ne sais pas si tu sais, Marc, on est à peu près à combien, là, mais ça a diminué au fil des années. On est autour, là, de mémoire, à 1,3 million. Ça veut dire des joueurs qui gagnent le minimum, là, il y en a énormément. Puis ceux qui tirent, qui sont à 30, évidemment, compensent pour les autres. Autrement dit, ce que tu disais tantôt, je voulais juste renchérir pour avoir les chiffres pour illustrer là, ce que tu disais. Mais tu viens de le mentionner. Comme je l'ai dit, écoutez, là, faites un chiffron. Il y a mettons 800 joueurs dans le baseball majeur. Là. Grosso modo, là, on va faire des chiffrons. Il y en a au moins 400 qui font en deçà donc, de 2 millions, qui sont plus près du 1,3 dont tu parles. Alors, et il y en a 25-30 qui vont aller chercher ce fameux, ce 30 millions. On peut les nommer, là, les Lindor qui ont signé des contrats, les Fernando Tatis, les Mike Trout. Mais vous allez voir, là, après 20, 25, 30, il n'y en a plus. Là. Ça descend beaucoup. Donc, est-ce qu'on va pouvoir travailler avec ça? On verra bien. Mais c'est pour ça que je pense que le plafond à 100 millions, l'association des joueurs va selon moi, l'apprécier. Est-ce qu'on va se rendre à 100? Est-ce que ça va être 120? Là, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je trouve que c'est un pas intéressant de la part des propriétaires. Je ne me serais même pas attendu à ça, moi, bien honnêtement, mais je trouve ça encourageant de voir qu'on décide d'aller de ce côté-là, du côté de l'association des joueurs, parce qu'on sait aussi que tout l'aspect, là, protection, autonomie, arbitrage, selon moi, là aussi, Alain, il va y avoir beaucoup de modifications. On va rajeunir, selon moi, quand je dis rajeunir, c'est qu'on va permettre aux jeunes joueurs de faire beaucoup plus d'argent qu'on le faisait dans le passé.
J'espère que ça va inclure les ligues mineures, mais ça va être un autre dossier. Ouais. Tandis que, ben, inévitablement, les joueurs un peu plus âgés, peut-être qu'on fera un peu moins d'argent que par le passé, étant donné qu'on va vraiment payer pour le rendement présent et non payer Ouais. pour ce que quelqu'un a fait dans le passé. Ben, écoute, ce sera un changement drastique sur tout ce qui s'est fait depuis le début du baseball majeur et un changement aussi selon les traditionnelles façons de faire syndicales. Parce que, bon, on se fie un peu là-dessus, mais le baseball majeur, l'affaire, c'est que, bon, moi, puis toi, Marc, au fil des années, on est probablement meilleur qu'on était il y a 10 ans. C'est pas le cas d'un athlète professionnel. Ben, C'est pas la même exact. Et je réalité, pense là. que exact. La réalité est très, très, très différente. Et Ouais, ouais, aujourd'hui, où le rendement sur le moment est tellement important que ouais, tout ça change. ouais, Alors, tu sais, puis j'enlève rien à Miguel Cabrera qui vient de frapper son 500e coup de circuit puis qui approche des ouais. 3000 coups sûrs. Mais parler aux Tigers de son lourd contrat qui reste encore quelques années, puis on se dit, Mhm. ouais, là, ça commence à coûter cher, tous ces coups sûrs-là qu'il a frappé avec nous auparavant. Donc, oui, la réalité est différente dans le baseball. Et en fait, dans le sport professionnel, tu as tout à fait raison. Écoute, est-ce que, bon, tu parles de Miguel Cabrera. D'ailleurs, il faudrait peut-être souligner son 500e circuit au cours de la dernière saison. Ça, c'est un débat. Écoute, c'est le débat qui court présentement à son sommet. Cabrera ou Pujols? Ouais, là, écoute, en fait, tu ne te trompes pas pour un ou l'autre. Les deux s'en vont Oui, directement à Cooperstown, selon moi. oui, Mais 500 coups de circuit et 3000 coups sûrs, oui. Il n'a pas atteint encore ses euh, 3000 coups sûrs, mais ça s'en vient, là. bon, non, je sais. Il en reste quoi? Une cinquantaine là, de coups sûrs là, et plus, là, Oui, mais peu importe. Il va l'atteindre, là, évidemment, avec le oui. contrat. Ça serait intéressant à suivre, ça, c'est certain, de ce côté-là. Est-ce que tu penses que les Tigers pourraient y aller du traitement Bobby Bonilla ou encore qu'on peut ajouter Chris Davis, c'est-à-dire acheter la dernière année de contrat, bon, il en reste 2 en fait, là, et l'étaler sur plusieurs années. C'est ce qu'on a fait avec Chris Davis, finalement. Puis, bon, avec Bobby Bonilla, on le sait, à chaque 1er juillet, c'est pas seulement la fête du Canada. Aux États-Unis, on fête le Bobby Bonilla Day, là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller là chez les Tigers? Pas impossible du tout, là. Pas impossible du Oui, tout, Alain. Il en reste des années là, à ce contrat-là. C'est une solution. Bon, c'est sûr que ça va dépendre du taux d'intérêt. Parce que Bobby Bonilla oui, va avoir coûté pas mal plus cher que ce qu'on lui devait. Là. oui. Mais je regarde la façon dont on a structuré Chris Davis. Ça fait un petit peu plus de sens que Bobby Bonilla. Donc, on s'améliore au fil du temps. Euh, j'ai l'impression que ça pourrait effectivement être une option de ce côté-là. Mais on ne fera rien tant si longtemps, selon moi, qu'il n'atteindra pas ce fameux 3000 coups sûrs. Ouais, en passant, il reste encore pas loin de 10 ans là, à Bobby Bonilla pour obtenir son million à chaque 1er juillet. Et on va encore en reparler le 1er juillet 2022 en levant notre chapeau à son agent. Félicitations, vous avez fait un excellent travail avec les Mets de New York et Bobby Bonilla. Bon, écoutez, on vous invite à notre prochain match. Ce sera intéressant. On verra les Giants de San Francisco. On n'a pas été chanceux cette année. On devait les voir une fois, sinon deux. Et bon, pour des raisons de température, on n'a pas été capable de les voir. Et là, ce sera l'occasion de voir l'équipe la plus surprenante. Je pense qu'il n'y a personne qui a, je pense qu'il a déjoué les pronostics comme les Giants l'ont fait cette année. Bref, on les verra ce mercredi contre les Mets de New York. Les Mets, bon, on va revoir Baez, les amateurs des Cubs de Chicago, mais ce sera l'occasion de voir Baez et Chris Bryant dans le même match. Ça complète ce balado pour cette semaine. On vous souhaite du bon baseball. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.